Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette première discussion du vendredi avec Xavier, qui est là en tant que militant d'iBoycott aujourd'hui. On va parler du boycott en général, de son utilité dans le monde militant. Est-ce que c'est vraiment un outil encore aujourd'hui efficace pour gagner des luttes? Et donc, Xavier, je vais te laisser te présenter rapidement. Comment tu te définirais dans la vie? Ah, comment je me définirais? Euh, J'aime bien cette question parce que souvent, quand on rencontre quelqu'un, la première chose qu'on lui demande, c'est son prénom. Et puis après, qu'est-ce que tu fais dans la vie? La plupart du temps, les gens, aussitôt, ils répondent par leur boulot. Et ça me travaille. J'ai pas envie de me définir par mon boulot. L'essence de ma personne, c'est pas d'abord le travail. Même si ça occupe une place forcément très importante. Non, ce qui me motive, ce qui m'habite, ce qui me définit depuis 2-3 ans, c'est vraiment le milieu militant, bénévole, associatif. Je baigne là-dedans, c'est ce qui me porte. Et donc sur Lyon, il y a plusieurs assos, plusieurs collectifs auxquels j'appartiens, que j'ai rejoints, dont iBoycott, qui a été cofondé par deux Lyonnais dont j'ai fait la connaissance il y a presque 3 ans aussi. Et donc dans l'application iBoycott, est-ce que tu as un poste particulier ou tu es simplement membre et tu aides autant que tu peux? Oui, c'est plus ça. Dans l'asso, sur l'antenne lyonnaise, il y a des services civiques, il y a les deux cofondateurs, Levent et Bülent Akar. Moi, j'ai une intervention qui est à la fois ponctuelle et régulière. Ça peut être pour dernièrement, lorsque le communiqué de presse de l'application, on devait le remettre en forme. Voilà, je m'y suis prêté avec plaisir, d'autant plus qu'en fait, je suis enseignant. Voilà. Le boulot revient Au final, par... ça revient. Les erreurs d'orthographe ou la syntaxe, tout ça, c'est quelque chose où je peux apporter ma petite part. Et puis j'aime bien aussi le contact avec les gens, discuter, échanger dans la rue. Donc lorsqu'il y a un stand à tenir sur un événement, je sais que les Bülent et Levent me proposent souvent d'être des leurs et j'aime bien faire ça. J'aime vraiment faire ça. Et du coup, l'association iBoycott, pour ceux qui ne connaîtraient Ouais. pas, comment tu pourrais expliquer ce qu'elle fait en quelques mots? Alors, l'objectif de cette association, c'est de démocratiser une consommation qui soit plus responsable, qui soit plus éthique. Pardon. Et elle met à la disposition des consommateurs et des consommatrices que nous sommes de 2 outils principaux. Il y a une plateforme numérique, d'une part, et depuis samedi, donc une application sur Android, bientôt sur iOS. Donc la plateforme numérique, elle permet en fait à un citoyen lambda ou une association qui est scandalisée par une entreprise qui a des pratiques qui ne sont pas éthiques parce qu'elle pollue l'environnement, parce qu'elle pratique l'évasion fiscale, parce qu'elle maltraite ou elle sous-paye ses salariés. L'idée, c'est d'offrir cet outil à n'importe qui pour qu'il puisse apostropher, interpeller l'entreprise de façon bienveillante, avec derrière lui ou derrière elle des dizaines, des centaines, plutôt des milliers de boycottants qui vont peser sur l'économie réelle en engageant un dialogue bienveillant avec l'entreprise dans le but qu'elle change, elle, ses pratiques, qu'elle évolue. Voilà, parce que le but d'iBoycott, c'est vraiment de dire on boycotte ce produit parce qu'il ne respecte pas nos valeurs éthiques et histoire que ça fasse réagir les actionnaires, parce que boycotter, ça fait baisser forcément les dividendes des actionnaires, donc les actionnaires réagissent et de facto l'entreprise ou la multinationale réagit, et c'est là où entre en compte le site internet
où justement la multinationale peut réagir en répondant aux boycottants, en leur disant j'ai compris ce que vous aimez pas, je vais essayer de le changer, est-ce que ça vous convient? Et c'est un peu le cœur de iBoycott. Voilà, c'est tout à fait ça. C'est par cette démarche en direction d'être des multinationales ou des grandes entreprises, on vise à faire évoluer leurs pratiques et à les responsabiliser et à ce qu'elles entendent aussi la voix des consommateurs. La seule relation qu'on a en temps normal, j'ai envie de dire, avec une entreprise, c'est la publicité. Et nous sommes passifs, nous recevons. Alors ça peut être le service après-vente, hein, qui vaut ce qu'il vaut, ça dépend des entreprises. Mais on n'a pas la possibilité, nous, de rentrer en relation directement avec elles, si ce n'est par l'achat, et on n'a pas notre mot à dire. Or, on sait aussi que les entreprises, elles, en tout cas les très grandes, elles peuvent exercer auprès des décideurs politiques ce qu'on appelle le lobbying. Hein. Elles interfèrent, elles peuvent jouer un rôle. Et avec le boycott et avec la plateforme, l'idée, c'est un peu de court-circuiter ça et de jouer notre rôle de consommateur, sachant qu'évidemment, dans l'absolu, si tous les consommateurs arrêtent d'acheter un produit, l'entreprise s'effondre. L'entreprise, elle dépend forcément du consommateur. C'est ça, on revient un peu à l'idée de la démocratie, de si personne ne vote pour quelqu'un, il n'est pas élu. Là, si personne ne vote en achetant pour cette entreprise, eh bien cette entreprise ne pourra pas continuer. Donc l'entreprise doit rendre des comptes aux consommateurs, comme nos représentants, ces personnes doivent rendre des comptes aux citoyens. Ouais. Mais il n'y a pas que le boycott dans les boycotts, il y a aussi l'aspect boycott. Ouais. Donc boycott, c'est ne pas acheter ce qui n'est pas éthique, et boycott, acheter ce qui est éthique. Et du coup, iBoycott essaye quand même de faire rentrer par la porte du scandale et du boycott, mais pour proposer quand même derrière des alternatives du boycott. Oui. Alors, je vais revenir à ce que tu as dit au début, à savoir l'association iBoycott. En fait, elle utilise souvent sur ses flyers ou sur ses roll-ups une citation d'une auteure qui s'appelait Anna Lappé et qui dit chaque fois que vous dépensez de l'argent, vous votez pour le monde que vous voulez. Et l'idée, elle est vraiment là. On se rend pas compte à quel point notre vraie carte de vote, c'est notre carte bancaire. On est censé, tous les 5 ans, donner une opinion et dans le laps de temps qui sépare une élection présidentielle à une autre. Alors bon, il peut y avoir les élections municipales, législatives, tout ça, mais on n'a pas un poids... on n'a pas ce pouvoir de régulation d'intervention auprès des décideurs politiques. Avec la carte bancaire, ça se joue complètement autrement et on ne s'en rend pas compte. Et puis, pour revenir à l'idée du boycott, c'est le revers de la médaille, c'est-à-dire que pour ne pas rester seulement sur l'idée la partie vide du verre, j'ai envie de dire, je refuse d'acheter ce produit-là. L'idée avec la plateforme, c'est de promouvoir, grâce à la communauté des internautes, hein, c'est pas les cofondateurs qui vont aller chercher des marketing, mais les internautes vont porter à la connaissance des autres, sur une enseigne ou un service qui est boycotté, des équivalents, des alternatives, et qui répondent à leurs valeurs éthiques. Parce que c'est fabriqué en France, parce que c'est bio, parce qu'on a la garantie du suivi du produit dans sa conception. Et ça, c'est génial. C'est génial parce que, pour le coup, ça ouvre une fenêtre. On n'est pas seulement dans la fermeture, mais également dans l'ouverture. Et dans la défense de valeurs, j'ai envie de dire. De valeurs, puisqu'on est encore dans un monde où on n'a pas d'autre choix. Enfin, c'est difficile de ne pas acheter. Voilà. Oui. Et l'idée, c'est comment acheter quoi qui ait le moins d'impact possible, qui corresponde à... Le plus d'impact éthique, quoi. Voilà. C'est ce qu'on voit sur le site internet et sur l'application maintenant Buy or Not. On va plus parler de l'application parce que c'est ce qui va être plus utilisé, je pense, à partir de maintenant. On peut scanner tous les produits de notre quotidien et voir déjà de 1, s'il est bon pour la santé, de 2, s'il y a une campagne de boycott sur ce produit, et de 3, s'il existe une alternative, donc un boycott possible. Donc, je trouve que c'est très intéressant parce qu'on a 3 aspects avec le boycott. On a
ne plus acheter ce qui n'est pas éthique et ce qui n'est pas éthique, montrer en même temps dans l'application ce qui peut être éthique mais pas bon pour la santé, et les alternatives avec le boycott. C'est vraiment tous ces aspects ensemble qui font... Ouais, c'est ça. L'appli, elle a vraiment ça d'intéressant qu'elle va permettre à chacun, à chacune, à sa petite échelle, de mesurer l'impact sociétal et environnemental d'un produit qu'il achète. En scannant le produit dans le supermarché, dans le magasin où vous vous trouvez pour savoir tiens, d'où il vient, quels sont ses contenants. Alors déjà, je précise un peu, l'application va utiliser la base de données, alors comment elle s'appelle? Open Food Fact. Voilà, Open Food Fact. Répète-le. Open Food Fact. Qui référence à peu près 600 000 produits. Et du coup, on pourra tout de suite savoir si dans le produit, il y a des conservateurs, il y a des additifs et quel impact ça peut avoir sur la santé. L'intérêt aussi, moi je l'ai découvert tout récemment, là, j'avais pas mesuré ça, c'est que il y a, alors ça s'appelle Nova, et c'est un système qui mesure le degré de transformation du produit. Ah oui, je l'ai vu sur l'application, il y a Nova, et on voilà, peut voir. Avec une échelle de 1 à 4. Ouais. Donc au niveau 1, ça veut dire que le produit il est composé uniquement de produits naturels. Et puis jusqu'au 4, où là, il est complètement transformé, dénaturé, et on a rajouté sans doute à l'intérieur des émulsifiants, des conservateurs, etc. Et donc ça, déjà, je trouve que ça apparaît rapidement. Ça va dire également s'il y a des produits allergènes, si le produit est complètement formé, peut correspondre à une alimentation végétalienne. Et l'autre dimension, c'est que l'impact environnemental ou sociétal, l'appli, j'y arrive. L'appli, elle va permettre d'abord de savoir à qui appartient ce produit, quelle est la maison mère, découvrir par exemple, alors je fais pas de la pub là, mais je pense qu'il y a plein de gens qui savent pas que Innocent, ça appartient à Coca-Cola. Oui. On croit qu'on achète un produit qui est sain, qui est frais, alors quand on se rend compte qui est derrière, finalement on n'a peut-être pas la conscience aussi tranquille. Et savoir également s'il y a un scandale qui est associé à cette enseigne ou à cette marque, et s'il y a une campagne de boycott en cours. Je donne un exemple tout con. Si vous allez à Intermarché et que vous scannez un produit Intermarché, je pense qu'il y a plein de gens qui vont découvrir que Intermarché, en fait, se fournit auprès de la ferme des Mille-Vaux et qu'il y a une campagne en cours pour leur demander d'arrêter. Alors qu'en parallèle à ça, ils avaient décidé d'arrêter de se fournir en œufs de batterie. Oui. Voilà, donc plein d'indications qui fait que, en tant que consommateur ou consommatrice, je reçois des infos et je suis plus à même à l'instant T de me dire qu'est-ce que je décide. Quelque part, ça me responsabilise, et si je ne le fais pas à ce moment-là, malgré tout, j'ai cette info-là et je pourrais toujours changer mes habitudes progressivement ou même, puisque ça renvoie à la plateforme, rejoindre la communauté des boycottants sur telle ou telle campagne pour interpeller l'entreprise en disant moi j'ai découvert ça, j'arrête d'acheter votre produit parce que ça ne me convient pas. Mais c'est là où c'est intéressant par rapport à l'application Yuka, par exemple, je ne sais pas si tu connaissais. Oui. Nous, on l'a découvert récemment, on a scanné tous les produits, on s'est dit, waouh, ce qu'on mange, soit des fois c'est dégueulasse, soit des fois c'est super. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ont téléchargé cette application parce que les gens ont envie de savoir ce qu'ils mangent de plus en plus. Et maintenant, je trouve avec l'application Bayernot, ce qui va être bien, c'est qu'on sait ce qu'on mange. Mais en plus, il y a la dimension politique. Voilà. On sait ce qu'on mange nutritivement, mais aussi politiquement. Est-ce que c'est des trucs dégueulasses parce que ça pollue énormément? Est-ce que la ferme des Mille-Vaux ou la ferme des Mille Vaches, etc. C'est là où ça va être bien. Mais la question, c'est comment on arrive à justement passer des individus qui eux-mêmes scannent les produits pour savoir si la nourriture est bonne pour eux, à les conscientiser, les politiser pour leur dire oui, mais il n'y a pas que vous qui compte, il y a aussi les dommages que font la création de ce produit. C'est pour ça qu'il y a des boycotts. Comment quelqu'un qui va scanner des chips va se dire ouais, bon, c'est pas trop bon pour moi, ça passe pour cette fois,
ça va vraiment le toucher directement. Mais si on dit oui, ces chips-là, ils entraînent la déforestation en Amazonie, ça va être plus galère de lui expliquer que c'est pas bien. Comment on fait pour l'inciter, le politiser, lui faire comprendre que le boycott est important? Alors, c'est l'application, là, de même que la plateforme, elle participe à cette transition. C'est pas quelque chose qui va forcément arriver du jour au lendemain. C'est quelque chose de progressif, et à force d'être informé, de se renseigner et de poser la question du choix, moi je veux croire, en tout cas à mon échelle, qu'il y a des gens qui vont, pour leur santé personnelle, ou parce qu'ils ont le souci de la planète, ou pour d'autres motifs, changer petit à petit, faire leurs habitudes et poser des choix. Il y a deux vecteurs essentiels, moi, qui me paraissent qui vont contribuer au succès de ce genre de pratique, de changement. C'est d'abord l'outil numérique, parce que l'outil numérique, il est relativement récent. Il n'existait pas du temps des boycotts, du temps de Gandhi, du temps de Martin Luther King, tout ça. Et aujourd'hui, tout le monde, ou quasiment tout le monde, a un smartphone et un ordinateur. Et on a tous, surtout les générations plus jeunes, on est tous sur des réseaux sociaux. Et l'info, elle circule à une vitesse folle. Et c'est exponentiel quand il y a qu'un virus, un scandale qui... Bon. Donc là, ça peut avoir un vrai impact. Et le deuxième, c'est de faire porter ce genre de message par des célébrités. Et nous, on est super contents à iBoycott parce qu'on est parrainé par plusieurs personnages, on va dire, en France, qui ont sans doute contribué au succès de notre asso. Il y a aussi bien des chroniqueurs humoristes comme Guillaume Meurice ou Pierre-Manuel Barré. Il y a des lanceurs d'alerte comme Stéphanie Gibault et Philippe Pascot. Il y a Pierre Rabhi, qui est sacrément connu. Il y a Nicolas Hulot, avant d'être ministre, nous avait déjà apporté son soutien. Il y a Colline Serrault. Et ces noms-là, à l'occasion, ils ont pu porter notre message. Je veux croire que ça va contribuer à alimenter le débat et à ce que des gens qui regardent sur les réseaux sociaux des vidéos, des messages, petit à petit, cette conscience-là, elle grandit. Alors, pour rebondir sur ce que tu disais sur Gandhi, Martin Luther King, qui ont pratiqué le boycott. Donc, Gandhi, il boycottait les produits qui venaient du Royaume-Uni pour réclamer l'indépendance. Martin Luther King, il boycottait les bus qui avaient expulsé Rosa Parks. Pour dire, pour proclamer l'égalité entre les Noirs et les Blancs. Ouais. Mais est-ce qu'il n'y a pas une différence entre le boycott de cette époque et le nôtre, dans le sens où, à l'époque de Gandhi et Martin Luther King, c'était des causes qui touchaient directement les gens. Quand on te dit « t'as pas le droit de t'asseoir dans le bus », ça te touche directement, tu es prêt à boycotter la ligne de bus, tu comprends l'intérêt très rapidement. Pareil pour l'Inde, quand on te dit tu es sous domination du Royaume-Uni, tu comprends qu'il faut boycotter les produits du Royaume-Uni. Enfin, il y a un côté qui se comprend vite. Maintenant, quand on va te dire « il faut que tu boycottes Coca-Cola », parce que Coca-Cola utilise les ressources d'eau du Mexique, assèche les nappes phréatiques, etc., c'est beaucoup moins tangible, beaucoup plus difficile d'expliquer aux gens que c'est pas éthique. Et donc, comment adapter le boycott à cette nouvelle, à ces nouvelles causes qui sont moins directes? Ce que tu disais avec Internet, c'est intéressant. Internet permet justement d'amener plus directement ce qui est indirect, mais ça reste un combat difficile. Alors, c'est juste, et en même temps, je lève la tête là, c'est juste, mais en même temps, c'est pas parce que le problème est global qu'on peut pas agir local. Et à l'heure où justement des réseaux sociaux et des infos qui circulent à toute vitesse et qui nous parviennent de l'autre bout du monde, moi je pense que quelqu'un qui consomme du Coca-Cola, il lui sera difficile d'échapper
à un moment donné ou un autre, à cette information qui concerne l'autre bout de la Terre, mais indirectement sa propre santé, puisqu'elle impacte celle des Mexicains. Il y a des, je ne vais pas dire forcément des retours de bâton, mais il y a des effets boomerang et ça revient. Là, je trouve qu'avec ce qui s'est passé cet été entre la démission de Nicolas Hulot, le Tour Alternatiba et la marche pour le climat, tous les événements, enfin, le réchauffement climatique et les perturbations, alors au niveau planétaire, ça concerne tout le monde. Et il y a une prise de conscience qui va grandissant. Et pour moi, c'est la même chose pour les produits qu'on achète. Je pense qu'il y a quand même davantage de gens qui prennent conscience que leur achat a un coût, un impact en amont et en aval. Et c'est pas évident de changer tout du jour au lendemain, mais on fait des petits pas. Alors, ouais, c'est la politique des petits pas, mais... mais est-ce qu'on a le temps pour les petits pas? C'est là la question. Je me rappelle enfin, c'est une des vraies questions. Avec Boulen Takar, quand on était allé au salon Primevert, à la fin du week-end, il y avait un jeune qui était venu nous voir au salon, au stand, en nous disant ouais, ça va pas du tout parce que finalement vous permettez, vous faites le jeu des multinationales, ouais. Parce que elles vont évoluer à la marge. Mais le système ne changera pas. Elles feront toujours du fric. Et c'était super intéressant, ça, parce qu'il mettait le doigt sur quelque chose qui fait quand même un peu mal. Après, quand on y réfléchit, ce système que finalement on veut pas seulement améliorer, mais qu'on voudrait complètement transformer, il y a l'idée du temps, l'urgence, mais si l'urgence s'accompagne de la violence, on échouera. Ce qui accompagne, enfin, le principe fondamental qui sous-tend le boycott, c'est la bienveillance. Et en restant dans ce dialogue avec l'entreprise pour lui faire comprendre que ce dialogue qu'on lui offre, c'est pas le pouvoir qu'on lui donne, c'est parce que c'est nous, en définitive, qui gardons le pouvoir par notre code bancaire et nous lui signifions par le boycott que nous avons pris conscience et que elle, l'entreprise là qui est en face, si elle veut se maintenir, elle a tout intérêt à nous écouter. Alors elle va peut-être évoluer dans notre sens à minima, mais qui sait si demain nos exigences ne vont pas grandir. Et il peut y avoir un effet boule de neige entre entreprises elles-mêmes, parce que si une entreprise devient plus éthique, oui, et que les consommateurs se tournent vers elle, du coup, les autres entreprises, elles auront envie de faire pareil. On le voit bien avec le bio. Ça ne veut pas dire qu'acheter bio à Carrefour Bio, c'est ce qui se fait de mieux. N'empêche que c'est un pas. Et que ce pas-là, oui, alors il y a des produits bio qui viennent de l'autre bout du monde enveloppés dans du cellophane. C'est vraiment pas top. Mais est-ce que ça vaut pas mieux que des oranges qui viennent de l'autre bout du monde et qui en plus polluent? Donc on avance progressivement et on est dans un système de roue vertueuse. Hein, enfin, un système, c'est pas le système, mais la roue qui tourne de façon vertueuse. Alors, dans le TEDx que Levent avait tenu sur le boycott, il disait que boycotter, c'est guérir le système. Mais est-ce que justement, à trop réfléchir, à guérir le système, par des petits pas, faire que les multinationales proposent des produits un peu plus éthiques à chaque fois, est-ce qu'on n'oublie pas que l'objectif de fond, c'est pas de guérir le système, mais de le changer? Et qu'au final, le boycott profite aux multinationales, parce qu'on boycotte une multinationale, mais ensuite les multinationales répondent, ça lui fait un tout petit geste, et les gens continuent à penser que les multinationales peuvent évoluer et que ça peut être un bon système, alors que de l'autre côté, on a le boycott, où on dit acheter autre chose que ce que proposent les multinationales. Oui, mais ça sert à quoi d'acheter autre chose si les multinationales deviennent plus éthiques? Du coup, est-ce que en guérissant le système, on n'oublie pas qu'on doit le changer?
La question, elle est pointue. Ce qu'il faut voir, c'est que une multinationale, en fait, elle a une quantité de clients qui est absolument gigantesque. Donc elle aura un impact énorme si elle ne change qu'un tout petit truc. Alors que souvent, justement, le boycott que l'on promeut par le biais d'entreprises qui sont souvent beaucoup plus petites et qui sont locales, même si on achète chez elles, l'impact ne sera pas aussi fort. Donc une multinationale qui change à minima, ça peut vraiment avoir un gros impact. Et puis, ça me fait penser justement qu'elles ne sont pas dupes de ça. Lorsque il y a une campagne de boycott qui a été adressée à H&M, dans la journée, H&M a répondu. Ah oui, il y a une campagne de boycott qui a été lancée contre Lactalis, avec le scandale là. Il y avait 3000 personnes. Ils ont répondu à 3000 personnes, la direction. Donc, on est le nombre, c'est ce que se dit souvent Philippe Pasco, nous sommes le nombre. Et on n'imagine même pas qu'avec finalement 3000, c'est pas beaucoup. Oui. Et ben, ils réagissent déjà en disant « Ouh là là, notre image va prendre un coup et ça peut avoir des répercussions ». Donc, ils ont quand même envie de suivre avec attention ce que le consommateur dit en changeant un tout petit peu, c'est tous les autres consommateurs qui en feront bénéficier, enfin l'ensemble du système, quoi. Oui, parce que penser que les consommateurs vont tous passer à du boycott, à de l'achat éthique rapidement, c'est assez utopique. Parce que pour l'instant, voilà, même ce que tu disais avant, on amène du bio, des trucs comme ça, mais bon, avec le bio Carrefour, je comprends qu'on puisse être très rapidement perdu dans ce qu'on achète. Donc il y a beaucoup de monde qui vont continuer à acheter ce qu'ils connaissent depuis toujours, donc ce que produisent les multinationales. Et donc c'est vrai que c'est un combat qui va être nécessaire mais pas suffisant de s'attaquer aux multinationales pour qu'elles évoluent aussi. Mais c'est ce qu'on disait la dernière fois un peu avec Levent dans notre vidéo sur le boycott qu'on avait fait, notre épisode du parti. Il nous disait que le boycott, c'est une porte d'entrée. C'est via un scandale, on attire des gens, on leur montre, regardez, il peut y avoir des trucs aussi atroces dans les multinationales. Et les gens, une fois qu'ils ont appris une fois qu'il y a eu ça, eh bien, généralement, ils lèvent le boycott, mais ils sont attentifs après au reste. Et donc, ça a aussi l'avantage de dire, même s'ils continuent à acheter ce que font les multinationales, ils deviennent conscients. Il disait, un corps en mouvement reste en mouvement. Et j'ai adoré cette phrase de dire... tu les chopes une fois par un scandale, un truc tout bête, même si ça n'a pas énormément d'effet, tu les as conscientisés, tu les as éveillés, et ils vont continuer après à... Oui, mais moi je crois à cet engrenage vertueux, parce que à partir du moment où... Alors, il peut y avoir une part de déni, de résistance du côté du consommateur qui finalement est placé dans une forme de dissonance cognitive. Il prétend qu'il a des valeurs, puis en même temps, il découvre que son produit, le produit qu'il achète, ça ne correspond pas à ces valeurs-là. Mais s'il mord à l'hameçon, quelque part, la partie est gagnée. Ouais, c'est ça. Parce que il y aura cet engrenage où on voudra... On pourra peut-être pas pour tout. Hein, le porte-monnaie aussi, ça a ses limites. Moi, je sais que ça a démarré comme ça, avec... je vais parler de mon histoire perso. Pendant... à un moment donné, je m'achetais beaucoup de fringues à Abercrombie. Abercrombie était au top de... Ouais. Et puis, quand j'ai découvert... j'avais des amis qui se moquaient gentiment de moi en me disant c'est peut-être bien sympa, là, mais tu sais dans quelles conditions c'est fabriqué. Est-ce que ça promeut comme image du corps et forcément des gens jeunes, beaux, musclés, tout ça, ou les filles et compagnie. Et donc au début c'était un peu le singe là, qui veut rien savoir. Bon. Ouais, et ça, puis il suffit d'un reportage pour qu'après les images elles restent. Et ces images elles travaillent. Mais la difficulté, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore un boycott, c'était de se dire mais par quoi je vais remplacer ? C'est ce pas-là à faire. Arrêter, mais par quoi ? Parce qu'il faut que je trouve un équivalent qui corresponde à la fois à mes valeurs et puis à mes goûts ou qui me plaisent. Et surtout, arrêter, mais pour combien de temps ? Parce que je vois, pour le Nutella, par exemple, il y a plein de gens qui vont se dire « j'arrête, je trouve des alternatives », mais il y en a plein d'autres qui vont dire « moi, je ne peux pas arrêter, c'est vraiment... ils sont trop dedans, ils n'arrivent pas à trouver la motivation de trouver une alternative ». Et donc,
là, on leur propose une deuxième solution, leur dire trouvez pas d'alternative, mais par contre, boycottez ne serait-ce que pendant un mois, faites savoir, comme ça, au moins le Nutella que vous mangerez aura moins d'huile de palme dedans. Donc c'est aussi, je trouve, donner une autre possibilité aux gens de changer leur alimentation sans vraiment la changer. Oui, l'idée de la temporalité, elle joue énormément là-dedans. C'est sûr, le nombre et la temporalité. Mais là, on a beaucoup parlé, nous, du boycott de multinationales. C'est vraiment le cœur d'iBoycott, c'est les multinationales. Mais moi, ça me rappelle, il y a quelques années en France, il y avait le BDS. Oui. Alors, boycott des investissements et sanctions, qui existe depuis 2005 et qui boycotte les produits venant d'Israël, et plus particulièrement des territoires occupés palestiniens. Donc ça a été lancé les par... produits, la culture également. Enfin, oui, voilà. Demande aux chanteurs américains de ne pas aller chanter en Israël. Et ça a été lancé par des ONG palestiniennes d'ailleurs. Ouais. Et ça, en France, je crois que c'était en 2015, l'État avait dit que c'était illégal parce que c'était discriminatoire. Le boycott est discriminatoire, mais l'État avait dit le boycott contre un État, c'est encore plus discriminatoire et c'est illégal. Les juristes n'ont jamais trop su dire si effectivement ça avait une valeur juridique de dire ça. On n'a pas eu vraiment de cas, je crois, où des gens se sont fait juger pour boycott d'un État. Ils ont pas... Il y en a qui se sont fait arrêter à Lyon avec un t-shirt BDS. Oui, mais après, il n'y a pas eu de suite enfants, vraiment. Non. Voilà, c'est ça. C'était quand même assez impressionnant parce que tu portes un t-shirt sur lequel c'est écrit BDS. Et c'était la police fluviale qui est arrivée. Ils faisaient un pique-nique. Ils avaient fait une marche pendant l'été où ils avaient traversé plusieurs villes pour marquer le coup. Je ne me rappelle plus exactement pourquoi, mais c'était en lien avec BDS et puis une association de défense des droits palestiniens du Rhône. Et leur point de chute, c'était Lyon. Et la police les avait tous fait monter dans des cars. Et c'était assez impressionnant. Enfin, oui, ils avaient tout raflé. J'avais suivi ça sur les réseaux sociaux au même moment pour alerter, pour harceler le poste de police pour qu'il les libère. Ouais, tous ceux qui avaient des t-shirts verts. Mais bon. Mais justement, ça pose la question de est-ce que on peut aujourd'hui continuer, essayer un boycott d'État carrément. Si on voit que le boycott de multinationales, il est aussi puissant qu'il permet aux multinationales de changer, etc. Si on boycotte un État, c'est la même logique. L'État, il se dit mes produits ne se vendent plus à l'international, c'est le bordel. Il faut que je change ma politique économique ou même ma politique pas forcément économique. On peut boycotter des pays venant d'une dictature. La dictature se dit on n'a plus d'argent. Ça peut faire pression sur elle pour lui dire faites évoluer, arrêtez je sais pas, la torture, et donner au moins le droit de vote ou des trucs comme ça. Et en France, on voit on ne sait pas trop si c'est légal, c'est un peu flou. Mais du coup, iBoycott, j'imagine que lui n'ira pas vers du boycott d'État pour l'instant. Alors, l'idée, en tout cas, les garanties qu'on veut offrir avec iBoycott, c'est que on ne tombe pas dans la diffamation et le dénigrement. Si un consommateur, une consommatrice ou une association lance une campagne, il y a toujours une période d'incubation pour vérifier que ce qui est reproché, ce qu'on dénonce au sein de la multinationale, se soit avéré, donc il y a des sources journalistiques, et qu'il n'y ait pas de propos diffamants. Quand on passe sous le coup de la loi, d'un procès, voilà. Donc, par rapport à ce que tu dis, l'appel au boycott d'un État, si un citoyen, une citoyenne voulait s'appuyer sur iBoycott pour lancer ce genre de campagne, je pense que nous l'orienterions vers... alors, je vais reprendre l'exemple d'Israël, vers une entreprise qui fabrique dans les territoires palestiniens occupés des produits. Je pense à l'entreprise pharmaceutique, mince, j'avais le nom il y a 2 minutes. Moi, je sais, quand j'avais acheté des médicaments en pharmacie, je leur demande tout de suite, est-ce que c'est Teva qui les a fabriqués ? Parce que Teva, justement, elle les fait fabriquer en Cisjordanie occupée. Okay. Et si on me dit oui, je dis non. Pareil pour Jaffa, le jus d'orange, je n'en prends pas. Donc voilà, et en s'appuyant sur encore une fois, c'est pas tant pour dénoncer la politique de l'État, parce que là, on rentrerait sur un autre champ. Nous, on vise plus
la transformation sur le plan de l'économie et de l'achat, hein. Mais en s'appuyant sur des faits réels. Dans ces territoires-là, des oliviers ont été rasés. Et factuellement, hein, pouvoir dire voilà pourquoi je boycotte, sans forcément entrer dans la politique, dire juste que cette entreprise-là, elle cautionne un système qui n'est pas juste, qui n'est pas éthique. Après, au final, on peut se dire que, comme tu disais au début, qu'il y a des lobbies très très forts des multinationales vers les États, et qu'en boycottant des multinationales, par exemple, qui produisent sur les territoires palestiniens occupés, en les boycottant, mais en leur expliquant qu'on les boycotte parce qu'elles soutiennent cette occupation, eh bien, ces multinationales vont faire pression sur le gouvernement israélien pour lui dire nous, on a une mauvaise image à cause de toi, donc change. Est-ce que ça désengage. Voilà, ça peut être aussi une stratégie. Mais après, en dehors de iBoycott, pour développer plus l'idée du boycott en général, boycotter un État, est-ce que ça va être pertinent, efficace? Ou est-ce que justement on va être plus sur boycotter une multinationale qui va, elle, faire pression sur les États? Parce qu'on voit que Gandhi, lui, il n'a pas boycotté une multinationale, il a boycotté directement le Royaume-Uni. Et là, ça a eu un gros impact. Donc, comment se positionner entre... Ouais, mais il a boycotté le Royaume-Uni à travers son économie. C'est ça en soi, voilà, ouais. C'est parce que ça reste le levier, hein, l'économie, le marché. C'est toujours qu'une histoire de fric derrière. Encore une fois, si on va trop sur le champ du politique, c'est l'idée du vote. Et on voit bien que le vote aujourd'hui, il pourra en dire quelque chose, on est complètement dépossédé. C'est ce que Étienne Chouard dit, on choisit des maîtres, c'est eux qui décident à notre place. Quand on signe une pétition, c'est pareil, on délègue. Et la pétition, parfois ça va fonctionner, ça va atteindre son but, si vraiment elle explose d'un seul coup. Mais il y a trop souvent où elle tombe dans les oubliettes et où j'allais dire, ils s'entorchent, quoi. Quand on voit le nombre de pétitions qui ont pu être au niveau européen lancées pour obtenir telle ou telle chose, sur le glyphosate d'ailleurs, ils en tiennent pas compte. Quand c'est directement à partir du porte-monnaie qu'on fait pression, ils y réfléchissent à deux fois. Et ça peut influer des décisions d'ordre politique après. Ce qui est intéressant, c'est de voir que le boycott peut aussi bien faire fléchir une multinationale qu'un État. Parce que du moment où ça touche au porte-monnaie, ça touche tout le monde, puisque en plus on est dans un monde où l'argent est roi, quoi. Mais le client est roi aussi. Voilà, le client a l'argent, et oui. au final. Et les multinationales, elles ont tout intérêt à le prendre en compte, ça. Et oui, les multinationales, les entreprises en général. Mais... Et j'avais vu que c'était je sais plus, en 2015, je crois, l'État français avait essayé de faire passer le Nutri-Score. Là, si tu te souviens, c'était la petite barrette qu'on voulait mettre sur tous les produits pour indiquer si c'était très nutritivement faible ou bon, voilà. Un peu ce que fait en fait Yuka, Bayernot de iBoycott, etc. Et au final, les lobbies avaient fait pression pour que ça devienne facultatif. Donc, les entreprises qui veulent le mettent et les autres le mettent pas. Donc, au final, ça sert plus à grand-chose. Est-ce qu'il ne faudrait pas refaire pression sur le gouvernement pour mettre en place ce Nutri-Score de manière obligatoire pour qu'au final, on ait ce que l'application Bayernot propose dans la vraie vie? Et je pense qu'on arrive vers ça parce que de plus en plus, les citoyens veulent savoir ce qu'ils mangent. Et iBoycott, ou même au travers du boycott, on pourrait, ou même à côté, manifester pour avoir ce Nutri-Score sur les produits. Ce qui renforcerait à côté le boycott. Mais tout à fait, plus on aura de succès avec l'application, ou comme Yuka aura du succès, plus ça mettra la pression, parce que moi j'ai vraiment aujourd'hui la conviction que les gardiens de l'éthique, c'est nous, les consommateurs. C'est nous qui pouvons décider des gardiens de l'éthique, avec les ONG, les associations, et avec les lanceurs d'alerte. Mais on ne peut pas tabler sur nos politiciens. Ils ont perdu toute crédibilité, autant les uns que les autres. Alors, c'est un peu dur de les mettre tous dans le même panier comme ça, mais c'est tellement lent
Il y a tellement de calculs, il y a tellement de revirements et tellement de mensonges. Et puis ils ne visent que leur propre réélection. C'est pas l'intérêt général. Donc, avec ce genre d'outils qu'on propose là, et grâce au numérique, encore une fois, dont je parlais tout à l'heure, ça peut avoir un réel impact. Et ce seront peut-être d'ailleurs les premiers à dire derrière, c'est génial, c'est génial. Encore faut-il qu'eux, ils s'en saisissent aussi et qu'ils aillent au bout de ces louanges qu'ils peuvent nous donner, quoi. Mais c'est là où j'avais vu sur Facebook un post d'un ami qui disait est-ce qu'on peut m'expliquer la signification de la récupération politique? Est-ce que le travail d'un politique, c'est pas justement de faire de la récupération, de dire je vois que ces sujets sont sur la scène publique, je les récupère et je les transmets. Et donc là, par exemple, Yuka, Bayernote, toutes ces applications qui commencent à se développer autour de la nutrition et maintenant de la dimension en plus boycott éthique, donc il n'y a plus seulement le côté le côté moi, mais le côté le monde. On peut espérer que les politiciens récupèrent ça et que ça fasse changer les choses. Comme tu disais, ils ne pensent qu'à leur réélection. Mais au final, ça reviendrait à ça revient à la même chose que ne penser qu'à l'argent. Et donc, on pourrait très bien dire, on boycotte des partis, des hommes politiques, tant qu'ils ne mettent pas ça en place. Et donc, eux, pensant à leur réélection, ils feraient pareil qu'une multinationale, ils répondraient et ils amèneraient une solution. Donc, c'est vrai que c'est un truc aussi qu'on devrait réfléchir, boycotter des partis, boycotter des... c'est le vote blanc. Oui. C'est l'absence de vote, c'est bien signifier quelque chose. Donc eux, ils font la sourde oreille en disant, finalement, ne le prenons pas en compte, on ne le comptabilisait pas. Mais ça, moi je crois que c'est pareil, il y aura un effet boomerang et ça leur reviendra dans la gueule. Au final, ce qu'on voit, je pense, la conclusion qu'on peut amener dans tout ça, c'est que le boycott et les succès qu'a eu l'association iBoycott notamment, montrent que chaque citoyen a en fait un pouvoir énorme et que chaque consommateur a un pouvoir énorme. Et on oublie trop souvent qu'on n'est pas seulement des individus dans nos maisons et qui n'avons aucun pouvoir, mais que, en fait, même quand on n'est que 3000, on peut faire plier ou au moins avoir une réponse d'une multinationale. Donc c'est vrai que ça... le boycott aujourd'hui, c'est au moins cette force de dire... qu'on peut avoir un pouvoir et qu'on a le pouvoir politique en votant et le pouvoir économique en achetant. Maintenant, il reste à développer ça et à transmettre ça à un maximum de personnes. Oui, parce que seul, ça peut être... moi, je sais que ça me fait plaisir quand je boycotte, mais le fait de savoir qu'on est nombreux et que c'est par ce nombre-là qu'on peut obtenir des résultats, ça nous pousse à aller plus loin. Leven Takar, il dit souvent sa formule, et qui conclut toujours par ça, il dit « Unis, nous sommes le changement ». Et j'y crois à ça, ouais. C'est vrai, c'est vraiment ça. C'est parce que nous sommes le nombre et que nous agissons de concert, grâce à notre carte bancaire ou une non-action, qu'on peut provoquer une vraie transition dans la façon de consommer pour le monde de demain, quoi. Eh bien, je pense que ce sera le mot de la fin, à moins que tu veuilles rajouter quelque chose à ça. Merci de m'avoir accueilli. Eh bien, merci d'être venu et d'avoir expérimenté cette organisation pour la première fois. C'était chouette, à Lyon. Et normalement, on va essayer de faire ça un peu plusieurs fois, ces discussions un peu avec différentes associations. Donc, à vous qui nous regardez les vendredis, généralement, on sortira ce genre de discussion. Et oui, iBoycott donc est à Lyon, mais est dans d'autres villes aussi. Tout à fait, oui. Ça, je ne l'ai pas dit tout à l'heure quand on parlait agir, penser global et agir local. On a plein d'antennes en France, dans différentes villes, que ce soit Lille, Marseille, Nantes, Bordeaux. Il y en a un peu partout. Il y en a même à la Réunion, à Genève, à Bruxelles. Ok. Ah oui, donc il faut vraiment aller voir sur le site où sont les antennes et aller s'investir, s'engager. Ouais. Et puis même si on ne s'engage pas sur place, on peut toujours sur le site boycotter, suivre les réponses, etc. On peut rejoindre des campagnes de boycott sans être adhérent et participer à distance et surtout se renseigner, en fait. C'est ça l'intérêt de la... Oui, il y a une démarche... Les raisons pour lesquelles des produits, on ne veut plus les acheter. Ouais.
Eh bien, c'est, je pense, une bonne conclusion. Voilà. C'est une deuxième conclusion, t'es vraiment en galère à finir. C'était vraiment sympa. Voilà, Merci Julien. Merci à toi et à bientôt sur Demos Kratos. À la prochaine.